Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Agoragie, votre émission 100% faite par les jeunes. Et pour les jeunes, quelles actions les jeunes peuvent mener pour lutter contre l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne est le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec des jeunes leaders ici sur ce plateau. Tout d'abord, le président du Conseil national des jeunes du Mali, Monsieur Mohamed Salia Touré. Monsieur Touré, bonjour, bienvenue sur le plateau de Agoragie. Bonjour, monsieur Kaba. Alors, également, le président du Conseil national des jeunes de la Centrafrique, également sur ce plateau, monsieur Riva Jean-Félix. Monsieur Jean-Félix, bienvenue. Bonjour, monsieur Kaba. De l'autre côté, nous sommes avec la diaspora et nous avons monsieur Chérif Mohamed Aïdara. Monsieur Aïdara, bienvenue sur le plateau. Bonjour, M. Kaba. Voilà, et pour finir, nous sommes avec M. Dakeri Sawadogo, le secrétaire exécutif Afrique de Rojalnou. M. Sawadogo, bienvenue sur ce plateau. Merci, cher ami Kaba. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Agoragie. Alors, pour planter le décor, je vous invite à suivre tout d'abord notre enquête de la semaine, bien sûr, qui a concerné surtout le forum international des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement qui s'est tenu à Bamako le 17 de ce mois dernier, le 17 et le 18. Nous le suivons dans l'enquête et juste après, on se retrouve. Ce premier forum international autour de la thématique paix, sécurité et développement au Sahel réunit des jeunes venus de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Durant 3 jours, les 300 participants vont échanger sur la problématique de l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne afin de trouver des mécanismes pouvant permettre à la jeunesse d'apporter sa contribution. Une initiative saluée par le président malien qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Qu'aucun de nos États pris séparément n'est aujourd'hui en mesure, en raison des gestions passées successives, du legs de l'histoire, en état aujourd'hui de faire face tout seul à cette problématique sécuritaire dans le Sahel. Dès lors, mutualisons nos forces. À travers les différentes interventions, il ressort que les jeunes sont à la fois les acteurs et les victimes de première ligne de tout conflit armé. Car selon des spécialistes, le manque d'emploi, d'éducation et de confiance des jeunes les pousse souvent à se laisser enrôler facilement par les bandits armés et narcotrafiquants de tout genre. C'est pourquoi pour le président du Conseil national des jeunes du Mali, initiateur de ces assises, il est impératif que les jeunes soient en synergie pour mener des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des populations. La paix et le développement de notre Nord et plus largement au Sahel sont un enjeu global, même s'il paraît aujourd'hui local. Ne répondons pas par des postures, souvent des formules éculées et des discours formatés. Inventons vraiment un vrai modèle de dialogue, de concertation et de réconciliation, créateur de paix et de développement durable. Compte tenu de l'insécurité grandissante aujourd'hui au Sahel, tous sont unanimes qu'il faudrait une réponse globale et multidimensionnelle, d'où la nécessité d'une coopération régionale. Cet espace d'échange et de partage qui sera sanctionné par des recommandations permettra à la jeunesse de faire entendre sa voix et de proposer des actions concrètes pour parvenir à une paix durable et un développement harmonieux. Voilà, retour sur ce plateau. Je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'ils peuvent prendre part à ce débat tout simplement en nous rejoignant sur notre page Facebook et Twitter. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui la situation sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne? Je vais partir d'abord avec M. Sawadogo. La situation sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne est d'abord un problème général pour tous les pays qui sont dans la bande. Et nous estimons aujourd'hui que le Mali est un cas, c'est vrai, qu'on pourrait prendre comme exemple,
Mais il faut aussi remonter un peu plus loin. Depuis les années 90, nous connaissons des troubles, nous connaissons des mouvements sociaux au niveau aussi bien de nos États que de façon transfrontalière. Il y a des conflits qui existent depuis les années 90 qui font qu'aujourd'hui la sécurité est vraiment menacée, la paix est menacée et donc le développement est menacé. Ce qui justifie d'ailleurs la tenue de ce forum qui devrait en tout cas nous permettre au regard, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons comme somme d'expérience parce que nous sommes avec des pays qui sont en conflit. Notamment, vous avez la RDC qui est là, mais vous avez aussi la Centrafrique qui est là. C'était un exemple de conflit qui n'est pas forcément dans la zone sahélo-saharienne, mais qui peut faire école. Et donc, nous estimons aujourd'hui que les jeunes, au regard de tout ce qu'ils vivent en termes de difficultés d'accès à l'emploi, en termes de difficultés d'accès à la santé, en termes de difficultés d'accès aux services sociaux de base de façon générale et même, je dirais, en termes de difficultés, n'est-ce pas, d'accès à l'épanouissement. Parce que quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas s'épanouir. Et je pense aujourd'hui que les jeunes ont pris conscience que rien ne peut se faire sans la paix, sans la stabilité, mais aussi tout doit se faire à travers la sécurisation non seulement de nos frontières, et cela doit se faire, comme l'a dit lors du forum, son Excellence le président Ibeka, aucun pays ne peut prétendre résoudre ce problème seul. Il faut une action synergique et nous estimons et on s'inscrit dans tout ce qui est fait au niveau sous-régional, notamment à travers la CEDEAO, à travers les appuis que font les Nations Unies et tous les États qui ont été solidaires, non seulement pour le Mali, mais aussi pour les autres régions qui sont dans la situation. D'accord. Alors, monsieur Chérif Mohamed Aïdara, vous êtes de l'association Cap Africasia, malien de la diaspora. Vous êtes à l'extérieur du pays, mais à chaque fois qu'il y a quand même des problèmes dans le pays, vous êtes inquiet. Vous, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette situation d'insécurité dans la bande sahélo-saharienne? D'abord, merci beaucoup, monsieur Kaba, de m'avoir accordé cette invitation. Effectivement, aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau du Sahel, en fait, il y a une instabilité qui est devenue générale, qui est généralisée. D'un point de vue global, alors aujourd'hui, pour le Mali est gravement touché, mais il n'y a pas que le Mali, comme ça a été bien dit par M. Dakari. Effectivement, nous avons cette difficulté aujourd'hui de trouver une solution de stabilité. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, ça a des conséquences très diverses et variées d'un point de vue économique. Il faut savoir que cette instabilité, ça ne donne pas envie de créer des richesses, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial, social, culturel. Et j'estime qu'aujourd'hui, l'une des choses qui est très importante, je pense, c'est déjà d'essayer de fédérer tout ça. Ça peut se faire, je pense, par la politique, mais je pense que le rôle de la jeunesse est très important aujourd'hui. Nous devons essayer de trouver une solution à l'amiable, sans que certains pays soient divisés. C'est vraiment pas le but. Je prends le cas du Mali, je suis d'origine malienne, je pense qu'aujourd'hui, le Mali doit être un pays indivisible, avec une démocratie exemplaire. Donc j'estime qu'aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on arrive à faire un état des lieux, trouver les solutions pour avancer, vraiment, main dans la main, et éventuellement trouver également une richesse ensemble, en fait, tout simplement. D'accord. Monsieur Riva Jean-Félix, vous êtes le président du Conseil national des jeunes de la Centrafrique qui traverse d'ailleurs présentement une crise politique, humanitaire à la fois. Vous, comment voyez-vous la situation dans votre pays, vu que ça ne bouge pas beaucoup? Merci, monsieur Kaba, de m'avoir invité à ce débat. Et comme vous l'avez dit, la République centrafricaine traverse un moment dramatique de son histoire. Certes, on a connu des crises dans ce pays, mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dépasse l'entendement de tout le monde parce que la crise s'est déplacée, les conflits se sont déplacés et ont pris une autre tournure. C'est les conflits identitaires. Et donc, c'est ça le véritable problème. Et donc, nous, jeunes de la République centrafricaine, nous nous mobilisons à chaque fois que les choses se passent dans notre pays pour attirer l'attention de ceux-là
qui veulent déstabiliser. Parce que vous savez, toute cette crise a été instrumentalisée. Ils ont déplacé ça pour parler des musulmans, des chrétiens, alors que les musulmans et les chrétiens ont vécu toujours dans une harmonie. On a connu des crises dans ce pays où les ethnies s'affrontaient, mais on n'a jamais touché aux musulmans. Et avec la venue de la Selika, les choses ont changé. Et aujourd'hui, il y a de cela 2 mois, certains musulmans ne pouvaient pas traverser un certain nombre de quartiers. Et les chrétiens aussi ne pouvaient pas aussi venir chez les musulmans. Et c'était vraiment dramatique. Et donc, mais je pense que la jeunesse est un espoir. La jeunesse, c'est un espoir parce que c'est une force. Et je pense que si on se mobilise avec les autres jeunes de l'Afrique, partager des expériences comme par exemple ce qui se passe ici au Mali et ailleurs, nous pensons que nous pouvons changer les choses parce qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent changer. Vous savez, la Selika, quand elle est venue, 80% de ceux-là qui ont amené la Selika au pouvoir, c'était des jeunes. Les anti-Balaka, quand ils sont venus également pour chasser également affronter les Selika, 80% étaient des jeunes. Donc les jeunes peuvent changer positivement les choses au lieu de prendre les armes. Donc voilà un peu ce que nous pensons et c'est ce que nous faisons chaque fois. Mais il y a de cela 1 mois, dans la capitale, les choses se sont apaisées et aujourd'hui les musulmans et les chrétiens, les non-musulmans, autant pour moi, s'entendent. Dans le kilomètre 5 par exemple, il y a des chrétiens, les non-musulmans aussi qui viennent au kilomètre 5, il y a des musulmans également qui circulent librement, surtout dans la capitale, même si à l'intérieur du pays il y a des attaques entre le groupe armé Selika et les milices anti-Balaka. D'accord. Alors, un problème récurrent aujourd'hui, on assiste à une prolifération, à une montée en puissance des groupes djihadistes dans la zone, dans la bande sahélo-saharienne. Un problème récurrent car ces groupes-là arrivent même à développer des trafics de tout genre, des prises d'otages, etc. On peut en citer. Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche nos États aujourd'hui d'intervenir, de mener des actions concrètes pour pouvoir arrêter ces actions-là, parce que nous voyons aujourd'hui que nos États sont inactifs. Quand on prend l'exemple du Nigeria avec le groupe Boko Haram qui avance aujourd'hui à grands pas et que souvent les soldats sont obligés de déposer les armes, de faire des replis. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en capacité de faire face à ces groupes terroristes, Monsieur Touré? Oui, seul pour répondre à cette question, je dirais non. Seuls nos États ne peuvent pas faire face à la montée du terrorisme. Et je pense que ça a été affirmé dans les débats qui se passent en ce moment au cours du forum. Et il faut qu'on aille effectivement vers la mutualisation de nos efforts. Je pense que les plus hautes autorités l'ont dit. Et depuis très longtemps, c'est cette même volonté qui est à chaque fois martelée, qui est à chaque fois mais nous peinons à aller vers la mise en œuvre concrète, de faire en sorte qu'il y ait une armée commune à tous les pays de la CEDEAO, en tout cas de l'espace sous-régional ou régional dans lequel on se trouve, et essayer de les équiper, parce que il a été dit, les partenaires techniques au développement, les partenaires techniques et financiers ne financeront jamais en tout cas des programmes ou des projets qui vont dans le sens de l'équipement de nos armées et tout. Donc nous devons vraiment prendre ces questions-là aujourd'hui à bras le corps, et parlant de nos autorités, parce que nos États ont été plusieurs fois frappés. Si nous prenons le cas du Mali, pendant près de 1 an, sinon plus, le nord du Mali a été occupé, les 3 régions du nord du Mali ont été occupées par des groupes terroristes, avec des pratiques que je ne citerai pas ici. Et tout ce qui s'est passé en Centrafrique, mon frère Riva m'en parle souvent au téléphone, et nous avons vécu à peu près pareil au Mali. Et donc c'est des groupes qui sont aussi très bien organisés, bien armés, et un seul État, nos États individuellement pris, ne peuvent pas faire face à cela. Et donc nous devons nous donner vraiment la main, nos États doivent, et c'est là où on doit interpeller effectivement nos autorités, doivent se donner la main et aller vraiment vers la création d'une force commune pour pouvoir stabiliser nos États. Parce que sans stabilité aussi, c'est
le développement qui va se ralentir, il n'y aura pas de création d'emplois pour les jeunes. Et c'est les jeunes, nous sommes les premières victimes. Même si nous sommes bourreaux, nous sommes aussi les premières victimes de ces crises-là. Et c'est aussi, je pense, ce travail-là qu'à partir de maintenant, nous allons, jeunes leaders d'Afrique, ici présents en tout cas à Bamako, nous allons nous donner la main pour essayer d'avoir un cadre de concertation sur ces questions-là, pour faire en sorte que toutes les recommandations qui vont sortir de ce forum-là, nous puissions effectivement suivre leur mise en œuvre, parce que ce n'est pas du Mali qu'il s'agit, ou du Burkina, ou de la Centrafrique, ou d'un autre pays, mais c'est vraiment l'avenir de nos États qui est aujourd'hui en question. D'accord, Monsieur Chérif Aïdara, pensez-vous, partagez-vous le même point de vue de Monsieur Touré, de dire qu'il faut aujourd'hui une armée commune, armée régionale pour contrer l'avancée djihadiste? Effectivement, Momo il a très bien dit que je pense qu'aujourd'hui, seul on peut pas avancer. On peut avancer, mais difficilement. Donc j'estime qu'aujourd'hui, en fait, c'est un problème frontalier. Donc c'est plusieurs zones qui sont touchées. Individuellement, on ne pourra pas régler tous les problèmes. Et je pense qu'effectivement, il faudra que nos différents États se donnent la main et d'essayer de fédérer, de mettre en place vraiment une politique commune, qui peut permettre vraiment de faire face à ces organisations qui peuvent avoir plusieurs noms. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, ils sont très, 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 très organisés. Ils savent vraiment comment mettre en place des choses. Donc, il faut que nous, on soit en mesure de faire face à ce genre de choses. Et donc, militairement, il faut vraiment, effectivement, avoir, bien sûr, des hommes qui sont assez formés. Vraiment, j'insiste sur ça, une très bonne formation, mais aussi des équipements adaptés. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, ces rebelles, ces djihadistes, on peut les appeler comme on veut, ils sont très équipés, malheureusement. Ils ont les moyens humains, stratégiques. Et donc il faut que nous, on soit vraiment en mesure de faire face à ce genre de choses. Pour cela, il faut équiper et fédérer, mettre avec les États. D'accord. Frontaliers. Sur Riva? Bon, au-delà de ce que les autres ont dit, moi je pense qu'au-delà de l'armée, au-delà de l'équipement, il faut inventer une nouvelle manière de voir les choses, quoi. Parce que certes, c'est vrai, même si les États-Unis aujourd'hui ont une puissance militaire, mais vous savez tout ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Et donc l'approche, je pense que du dialogue est très important aussi au-delà des armes. Il faut vraiment dialoguer avec les gens, connaître les problèmes, leur demander qu'est-ce qu'ils cherchent. Parce que même si on amène toute l'armée de la Chine, des États-Unis, de la Russie ici, on ne va pas résoudre ce problème-là en moins d'un an ou en deux ans. Certes, il y aura toujours des problèmes, mais il faut privilégier aussi le dialogue parce que, comme le chef l'a dit, c'est des groupes organisés. Vous savez que l'armée n'a pas en face d'elle un ennemi pour se battre, visiblement comme ça. C'est des gens qui se diluent dans la masse, dans la population, et l'armée a de la peine. Et donc, il faut de la communication, il faut que la population, la jeunesse, toute la population également s'associe à la volonté politique pour pouvoir combattre ce terrorisme, parce que le terrorisme ne vise pas seulement que l'État, mais c'est toute la société, et puis avec une nouvelle manière, une nouvelle approche également. Donc je pense qu'il faut nécessairement que les États, qu'il y ait la solidarité africaine, comme ça se passe par exemple chez nous en République centrafricaine. Vous savez que s'il n'y avait pas cette solidarité africaine, il n'y avait pas la MISCA, il n'y avait pas toutes ces forces, le Tchad, le Congo, le Burundi, le Rwanda, et on devrait vraiment, ça devrait être vraiment une catastrophe. D'accord. Excuse-moi, je voudrais juste rebondir sur ce que mon ami Riva disait tout à l'heure, en disant que les terroristes, quand on parle de mettre en place une armée, ce n'est pas contre des groupes armés, des frères qui ont pris les armes contre... Non, il ne s'agit pas de ça. Là, il faut privilégier le dialogue. Je suis tout à fait d'accord. Mais avec les terroristes, on ne doit pas dialoguer, de mon point de vue. Et on a vu ce qui s'est passé au nom des gens qui sont capables de couper des mains, de couper des pieds, etc. Au nom d'une idéologie quelconque. Il n'y a pas moyen de dialoguer, pour moi. Et quand on est terroriste, on doit être traité comme un terroriste. Et là, c'est vraiment la réponse armée. Mais je suis tout à fait d'accord que la réponse armée à elle seule ne suffit pas pour endiguer ces crises-là. Il faut aussi d'autres mesures d'accompagnement, notamment la sensibilisation, et orientée à l'endroit de nos jeunes, des jeunes qui sont aujourd'hui
facilement recrutés par ces groupes-là, compte tenu des conditions économiques vulnérables dans lesquelles ils se trouvent. En ce moment, il y a des mesures d'accompagnement en termes de sensibilisation, en termes de création d'emplois pour éviter que les jeunes ne tombent dans ça. Mais les terroristes doivent être traités comme tels, comme des terroristes. C'est une réponse armée à cela. Justement, M. Dakiri, justement sur cette même intervention de M. Riva, Jean qui dit, bon, oui, la sensibilisation, bien sûr, la communication au sein de la population, entre jeunes, voilà, pour quand même faire une synergie et faire un bloc, oui, mais dialoguer avec le terroriste, est-ce une possibilité? Je vais apporter une précision. D'accord, on va le laisser. Je vais apporter une précision. Je ne dis pas qu'il faut dialoguer avec les terroristes. Mais vous savez que les terroristes recrutent des jeunes qui sont dans la vie sociale, qui sont dans la société. Oui, qui sont dans la société. Alors, c'est auprès de ces jeunes-là qu'il faut vraiment passer une communication, mais vraiment intense. Je pense que ce n'est pas des gens avec qui vous pouvez dialoguer. C'est comme je l'ai précisé ici. J'ai dit, c'est des ennemis qui ne sont pas visibles. Et l'armée, comme l'armée aujourd'hui, par exemple au Nigeria, c'est une force. L'armée nigérienne est une force. Ouais. Mais aujourd'hui, l'armée a de la peine parce que ce n'est pas une force. Mais pour que l'armée ait une force, pour que l'armée combatte ces terroristes-là, il faut que la population, avec ces jeunes qui sont recrutés et qui sont façonnés par des idéologies. Et donc, c'est sur cet aspect-là que j'ai pu... le dialogue. Oui. Ok, d'accord. Bon, moi, je pense que les deux interventions, sinon les trois, se complètent dans la mesure où nous sommes face à une situation qu'on ne contrôle pas nécessairement et on ne connaît pas l'ennemi comme tu l'as dit tantôt, mais l'ennemi est aussi parmi nous parce que c'est parmi la jeunesse qu'on recrute l'ennemi. Lui, il a tantôt dit, en Centrafrique, c'est 80% des jeunes de part et d'autre, aussi bien ceux qui sont venus que ceux qui sont partis, ont été accompagnés par des jeunes. Donc ce qui est important, à mon sens, et je pense qu'il faut travailler certes à l'intégration de nos États. Cela commence par ce type d'approche entre les jeunes. Parce que lorsque les jeunes, très tôt, sont sensibilisés à ces questions, c'est eux qui deviennent les policiers, les gendarmes, les douaniers. C'est eux qui sont à même de comprendre quelles sont les attitudes et les comportements qu'on doit avoir ensemble dans un espace intégré. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le dialogue a aussi sa place dans la mesure où, quand on finit tout, on vient au dialogue. Quand on finit de se battre, on termine toujours par le dialogue. Pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Et je m'en voudrais pour exemple le Burkina, qui est un pays qui est entouré par tous ces événements également, qui n'est pas aussi épargné par tous ces événements. Vous savez que le président du Faso est impliqué dans beaucoup de médiations au niveau de la sous-région. Et il est arrivé à un moment où les populations burkinabées ne comprenaient même pas cette démarche-là. Puisque pour eux, le pays est abandonné au profit des médiations. Mais dans son explication, on comprend aisément que le Burkina, isolément pris, n'est pas en sécurité. Si le Mali est en insécurité, le Burkina est en insécurité. Si la Côte d'Ivoire est en insécurité, le Burkina se trouve en insécurité. D'où la nécessité, étant l'œil externe, d'apporter sa contribution. Comme chez nous, on dit chez nous les Moussi, si la case de ton voisin brûle, il ne faut pas s'asseoir et dire, bon, c'est pas chez moi. Ouais. Puisque la paille peut sauter et rejoindre ta case et t'atteindre. Et c'est dans cette optique que je crois et j'estime qu'il est important que nous puissions encourager, n'est-ce pas, cette synergie d'action entre nos gouvernants, entre nos chefs d'État, qu'ils puissent parler le même langage, qu'ils puissent travailler à mettre en place tous ces volets, aussi bien communicationnels, sensibilisation, mais aussi bien dissuasifs. Parce que, on l'a souligné, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ça n'a pas empêché le terrorisme d'agir sur le territoire américain. Ils ont tous les moyens qui nous dépassent. Donc ce n'est pas nous, des petits États pris individuellement, qui pouvons faire face à cette situation-là. Il y a nécessité de disposer en tout cas d'une armée sous-régionale, décemment équipée, très bien formée, pour faire face à cela. Autrement dit, je pense qu'à la longue, on ne pourra pas maîtriser cette situation et on pourrait également mettre de côté nos rêves de voir un jour notre continent développé. C'est ça qui est important. D'accord. Quand, par exemple, on prend le cas du Niger, qui est un pays frontalier avec des États qui traversent quand même des moments de trouble aussi, des actes de terrorisme. Quand on prend la Libye, le Mali avec le Nord, le Nigeria avec Boko Haram. Mais malgré tout ceci, le Nigeria est l'un des pays les plus stables aujourd'hui. Parlant de cette collaboration, de cette coopération régionale, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre exemple sur le Niger
Niger également, qui peut-être a des atouts que les autres ne savent pas. Par exemple, Monsieur Mohamed. Donc concernant le Niger, effectivement, ils ont fait des choses assez intéressantes. Mais je pense que oui, effectivement, on voit toujours ce qui se passe chez les autres en fait. Et on arrive surtout à déceler souvent les problèmes, qui est les solutions. Moi, je pense, honnêtement, je vais être honnête avec vous, le Niger, on ne peut pas comparer le Niger avec le Mali. On ne peut pas comparer le Niger avec le Centrafrique. On ne peut pas comparer le Nigeria avec le Niger. C'est des politiques totalement différentes et c'est des stratégies différentes. C'est quand même un pays qui a beaucoup misé sur la sécurité. Voilà. Mais au niveau de la sécurité, effectivement, je pense qu'ils pourront éventuellement essayer de... La France peut... Non, le Mali pourrait éventuellement essayer de miser sur ça, mais ça revient toujours à dire la même chose. C'est-à-dire que est-ce que financièrement, nous pouvons former ces personnes-là ? Ou bien est-ce que nous vous avons... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ce que moi je peux dire par rapport à ça, les réalités ne sont pas nécessairement les mêmes. Nous sommes certes dans un espace intégré où nous avons sensiblement les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que depuis les époques post-indépendance, il y avait déjà des germes, n'est-ce pas, de ce qui est aujourd'hui au Mali. Donc c'est quelque chose de récurrent qui s'est endurci au fil du temps. Contrairement au Niger que je connais certainement moins, je me dis les réalités ne sont pas forcément les mêmes, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait sur le territoire nigérien du terrorisme, des enlèvements. Donc les faits peuvent se déplacer d'une manière ou d'une autre, mais ce qui est important à noter et à faire, c'est vraiment de prendre ce problème-là du moins à bras le corps pour en faire un problème sous-régional. D'accord. Monsieur Salia. Moi, je connais pas forcément la situation du Niger, mais je sais que dans un passé aussi pas très bien sûr. Le Niger a connu aussi des crises comme celle-là. Mais peut-être que les autorités nigériennes, à un moment donné, ont peut-être beaucoup investi aussi dans l'équipement de l'armée, dans la formation de l'armée, ce qui explique aujourd'hui qu'ils arrivent à contrôler leurs frontières. Mais pour moi, ils ne sont pas à l'abri de la menace terroriste. Tout à fait. Monsieur Riva. Oui, comme l'a dit Mohamed, le Niger n'est pas à l'abri du terrorisme. Et moi, j'ai lu aussi des documents sur le Niger. Il y a un ancien président à l'époque, comme vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Peut-être le Niger a pu anticiper sur un certain nombre de choses. Et ce président, à l'époque où il y avait trop de divisions, de clanisme, a pu faire le mixage. C'est-à-dire qu'il prenait une ethnie du nord pour le ramener au niveau de l'autre, là du sud, et les gens se marraient entre eux. Peut-être c'est ça qui a pu faciliter un certain nombre d'échanges, le contact qui a permis au Niger d'avoir une armée aussi un peu mixée, et puis avec toute la représentativité des ethnies. Peut-être c'est ça qui a pu amener l'armée aussi à être forte et à échapper à un certain nombre de choses. Mais il faut toujours prévenir. Et je pense que c'est aussi un modèle. Je pense qu'il faut toujours copier, même si les réalités ne sont pas les mêmes. Mais c'est aussi une expérience qu'il faut partager pour voir comment est-ce que les autres ont pu faire pour pouvoir aujourd'hui s'échapper du terrorisme, même si dans l'avenir, il peut avoir aussi, les terrorismes peuvent venir s'installer également au Niger. Mais je pense que ça se passe au niveau de l'autre, de la gouvernance. C'est une question de leadership, une question de gouvernance, parce que quand on gouverne, il faut toujours prévoir et anticiper les problèmes et les difficultés. Je voudrais rebondir sur quelque chose de très important qu'il a souligné, c'est l'intégration ethnique. C'est vraiment... ça aussi, ça constitue un véritable problème en Afrique, mais il y a aussi l'aspect religieux. Il faudrait que de plus en plus, on s'outende vers l'intégration des religions. Parce que pour le cas que je connais au Burkina, il arrive que le plus grand dignitaire de la religion chrétienne aille prier le jour du Ramadan ou de la Tabaski, en tout cas se retrouve sur l'espace de prière des musulmans et vice-versa. Donc je crois que aujourd'hui au Burkina, quand on arrive, le travail qui a été fait, c'est qu'il est difficile vraiment de distinguer le chrétien du musulman. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'il est difficile de distinguer peut-être le Mossi du Nord, parce qu'il y a une intégration et il y a un facteur social très important également,
c'est ce que nous appelons le rakiré, c'est-à-dire les alliances entre les ethnies, qui font qu'il y a... voilà, c'est ça, c'est la même chose. Donc c'est vraiment des choses à valoriser et à faire en sorte que quand on vit sur un même espace, qu'on soit un et qu'on ne soit pas deux. C'est ça le plus important. D'accord. Donc, cela montre à quel point la coopération régionale sur le plan sécuritaire, bien sûr, mais pas seulement, mais sur le plan social également est importante aujourd'hui. Alors, parlons maintenant de l'aspect jeune. Quelle contribution la jeunesse peut apporter justement pour repousser, pour contrer l'insécurité aujourd'hui dans la sous-région. Mais bien avant, je vous invite à partir avec notre micro-trottoir de la semaine. Bienvenue dans le guetteur que nous avons réalisé avec certains jeunes qui ont pris part au forum, qui nous donnent ici leur point de vue sur la solution jeune. La situation actuelle du Sahel va au-delà des pays sahéliens. Ça englobe la zone saharo-sahélienne et complètement ça englobe toute l'Afrique. Là, ça inspire à beaucoup de choses, à une certaine stabilité politique, à la problématique de l'emploi qui devient de plus en plus tenace. La jeunesse inspire au développement soutenu de nos États. Donc tous ces aspects ne peuvent pas voir le jour sans qu'il y ait une certaine stabilité politique, une certaine stabilité sécuritaire au niveau de notre zone sahélienne. Il est vraiment temps que nous, jeunes, on s'implique fortement dans cette problématique de la recherche de la paix et du développement. Je pense qu'il y a un réel avenir commun Maghreb-Sahel. Il est fondamental d'avoir une approche inclusive. Il est fondamental de réellement œuvrer à une coopération régionale efficace, mettre en place des mécanismes collectifs de sécurité efficients à moyen terme. Et je pense que notre avenir est indéniablement commun. L'engagement commun des jeunes africains qui ont démontré que le problème du Sahel n'est pas seulement un problème de ces 6 ou 7 pays, mais que c'est un problème africain. Vous avez vu l'engagement fort des pays comme la Centrafrique, le Gabon, la Côte d'Ivoire, qui sont pleinement investis. Mais vous le savez très bien, c'est les jeunes qui sont acteurs et en même temps victimes de ces actes de terreur, de ces actes de terroristes. Parce que pour que nous puissions terroriser les terroristes, il faudrait d'abord les dénoncer. Retour sur ce plateau de Agoraji. Alors maintenant, nous allons donner la parole à nos invités. Quelle contribution la jeunesse peut-elle donner aujourd'hui, peut-elle apporter pour asseoir une paix durable, une stabilité qui peut par la suite amener au développement? Monsieur Saleh Touré. Bon, c'est cette contribution que nous sommes en train d'analyser en ce moment au niveau du forum. Déjà, ce forum va contribuer, c'est aussi une contribution que les jeunes vont apporter parce que les recommandations qui vont en sortir parleront certainement des pistes d'action à explorer et pour aider nos chefs d'État, pour aider les décideurs politiques dans la stabilisation de nos États. Mais ça va permettre aussi aux jeunes de mieux comprendre les causes de ces crises que nous avons évoquées tout à l'heure. Et puis, quelles peuvent être aussi les conséquences sur le plan politique, économique, même culturel, ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, et aussi de sortir les modes d'implication de la jeunesse dans le cadre du combat contre le terrorisme. Mais essentiellement, je pense que les actions que les jeunes, nous, en tout cas en tant que structure issue de la société civile, peuvent mener, c'est essentiellement des actions de sensibilisation des jeunes à l'endroit de nos camarades jeunes, à ne pas tomber dans l'extrémisme violent et à aider effectivement des jeunes de manière à ce que tous ces jeunes aujourd'hui qui quittent le système scolaire de façon précoce, qui n'ont pas de formation professionnelle alternative et qui s'entassent les uns sur les autres, qui constitue une bombe aussi sociale, c'est alerter aussi les autorités par rapport à cet état de fait et faire en sorte que ces jeunes puissent bénéficier d'une formation, ces jeunes puissent bénéficier d'un emploi et puis sortir de la précarité. Et ces actions de sensibilisation sont essentiellement, pour moi, celles que
nous pouvons mener aujourd'hui dans nos États, mais aussi que les jeunes leaders venus de tous ces pays, on puisse se donner aussi la main pour voir ce qui se passe au Niger qui a marché, qui a pu mobiliser les jeunes, et comment faire en sorte qu'on puisse l'implémenter dans un autre pays. Et ça, on ne peut le savoir que quand il y a un cadre de concertation qui est établi entre nous-mêmes et de façon annuelle ou biannuelle, je ne sais pas, qu'on puisse se rencontrer pour faire les états des lieux et voir comment est-ce qu'on peut, bien entendu, avancer sur cette question. D'accord. Monsieur Riva, la contribution de la jeunesse. Oui, la jeunesse, comme je l'ai dit ici, c'est une force, une énergie. Et la jeunesse est au centre de toutes ces crises-là. Et elle n'est pas seulement, comme je l'ai toujours dit, la victime, mais aussi bourreau. Et la jeunesse, s'il y a une communication forte, s'il y a une sensibilisation forte, une sensibilisation, mais de prise de conscience, la jeunesse pouvait donc empêcher un certain nombre de choses. Et comme Mohamed l'a dit, il faut mettre en place un cadre de débat et d'échange permanent, non seulement au niveau de tous les États, mais au niveau local également, au niveau régional, au niveau national. C'est-à-dire que les jeunes d'ici doivent quitter également, que le forum, peut-être dans l'avenir, puisse se tenir par exemple à Tombouctou, à Kidal, pour amener les jeunes à comprendre la solidarité que les jeunes ont de leurs frères qui sont au nord. Et également en République centrafricaine, au Burkina Faso. Et donc, tout ça demande de l'appui, même de nos gouvernants qui doivent nous appuyer dans cette politique. Parce que si il n'y a pas l'implication de la jeunesse dans tout ce qui se passe dans les politiques, les programmes de riposte aux enjeux terroristes, je pense qu'il n'y aura pas de solution durable. Donc, les jeunes doivent être impliqués, les jeunes doivent être accompagnés, ils doivent être écoutés. Il faut qu'il y ait nécessairement un espace de dialogue intergénérationnel entre les jeunes et les gouvernants, entre la population et les jeunes, tout ça pour permettre une force dynamique et de changement positif. D'accord. Monsieur Chérif Aïdara, comment est-ce que la diaspora peut être impliquée justement dans ce processus de lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne selon vous? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui la diaspora a un rôle à jouer sur ce fléau. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut se dire tout simplement, la notion de formation est très importante. Formation, moi je connais beaucoup de gens qui ont des structures, que ce soit associatives ou autres, qui souhaiteraient développer des activités dans leur pays, tel que le Mali par exemple. Je pense que c'est très important qu'il y ait un relais. Un relais, ça peut être au niveau de l'ambassade par exemple. Un relais entre ces organisations et le pays, notamment dans les organisations de conférences. On a parlé de sensibilisation, on a parlé de formation. C'est des choses qui sont hyper importantes. Moi, je reviens sur une chose que vous avez demandé, sur l'une de vos questions, c'était par rapport à la formation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des pays où les écoles islamiques existent. Je pense que ça doit continuer à exister, mais il y a aussi des écoles laïques. Laïques, tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut développer l'identité nationale. Vraiment, c'est très important. Je pense que l'identité nationale d'un pays, il faut vraiment, il faut le développer. Si je peux me permettre aussi également, c'est de vous dire que, honnêtement, la diaspora a vraiment un rôle très important et qu'il faut qu'il y ait un appui au niveau institutionnel du pays pour vraiment véhiculer les informations. Et surtout, moi, je pense que la jeunesse est vraiment l'ambassadeur de ça aujourd'hui. D'accord, Monsieur Samadogo, nous allons finir cette émission avec vous. Aujourd'hui, comment, bien sûr, impliquer les jeunes dans les initiatives de paix? Merci. Et impliquer les jeunes dans les initiatives de paix sous-entend être à leur écoute. Et en cela, nous voudrions d'abord remercier et féliciter le gouvernement malien, le Conseil national de la jeunesse du Mali et toutes les organisations partenaires dans cette initiative-là. Ça, c'est d'abord le premier point, que la jeunesse se sente écoutée, considérée et accompagnée. Et les jeunes qui sont dans des structures organisées puissent à leur tour être à l'écoute de la base pour remonter l'information et la vraie information au niveau des décideurs afin d'orienter des politiques viables. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, tout ce que nous disons a été déjà pensé, réfléchi, proposé. Des projets, des fonds existent un peu partout. Mais comment il faut orienter ces fonds de sorte à ce que ce soit véritablement bénéfique
pour la stabilité, la paix et le développement? C'est ça la première question. Et cette question, on peut la répondre à travers l'audience qu'on donne aux jeunes, n'est-ce pas? Comme il a dit, qu'on donnera également à la diaspora jeune. Et quand on a des projets, des programmes qui sont viables et qui sont à même d'apporter ou d'induire des changements positifs, il est important que les autorités s'en saisissent et voient tout l'encadrement qu'il faut apporter à cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas plus, il y a des Socrates qui existent encore en Afrique. Il y a tous les savants qui ont pu mener à bien des projets ont été accompagnés. Et ils l'ont fait quand ils étaient jeunes. Et il faudrait aussi que la jeunesse comprenne une chose. L'appartenance, comme il a dit, à l'identité, l'appartenance à une nation, à un continent est très important. Vous savez, quand on est pétri, quand on est animé, n'est-ce pas, d'un sentiment de fierté d'appartenir à un pays, on ne voudrait pas qu'une seule mouche touche à ce pays. C'est-à-dire, on est fier. Le patriotisme. Le patriotisme doit être aujourd'hui l'élément essentiel sur lequel nous allons bâtir la nouvelle génération. Autrement dit, nous sommes dans une situation où il y a deux ou trois générations de jeunes qui ne sont pas très éloignés, ceux-là qui ont connu tout ce qu'on appelle les aspects éducation civique et morale à l'école, ceux-là qui n'ont pas connu, et ceux-là aujourd'hui qui sont à la frontière de ces deux groupes de jeunes. Et aujourd'hui, ça fait qu'il est difficile, le dialogue est difficile. Mais ce qui est important, c'est un accompagnement. Et nous, on salue en tout cas pour certains pays. Il y a des pays comme le mien, où il existe chaque année, bientôt peut-être ça va se faire tous les 2 ans, mais où le chef de l'État rencontre les jeunes pour les écouter, et ça conduit à beaucoup de choses. Mais nous croyons qu'il faut améliorer toutes ces actions-là. Nous l'avions souhaité que ce soit un forum qui se fasse et qui prenne en compte tous les jeunes d'Afrique et l'ensemble des chefs d'État qui se retrouvent annuellement ou tous les 2 ans dans un pays pour discuter des questions concrètes de la jeunesse. Donc je pense que les jeunes ont beaucoup à apporter à travers les organisations. Aujourd'hui, le gouvernement du Burkina, à la demande des jeunes africains, a accordé au Rojanu le siège qui devient la première, sinon grande institution internationale de jeunesse, qui va travailler en synergie avec les CNJ, les associations, les partenaires au développement, pour développer tout cela, et y compris les questions de santé sexuelle et reproductive. Parce que le jeune qui fait très tôt un enfant voit son avenir un peu émietté. Donc, il faudrait travailler à cela. Nous avons une population très jeune. Au moment où les États réfléchissent et mettent en œuvre des programmes, la croissance de la population n'est pas proportionnelle, n'est-ce pas, à la croissance des ressources dont nous disposons au niveau de nos États. Donc nous devons aussi travailler sur ces questions et je pense que si nous arrivons à faire un axe synergique de tous ces points, il n'y a pas de raison que dans les 10-15 ans à venir, l'Afrique ne soit en tout cas sur la voie du développement, de la stabilité, de la paix et de la sécurité. D'accord. Alors voilà un peu la contribution de la jeunesse, des propositions, de pistes que les jeunes, bien sûr, ont pu faire parcourir au cours de ces 3 jours de forum international sur la paix, la sécurité et le développement dans le Sahel. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous recevions sur ce plateau un certain nombre de nationalités. Tout d'abord, à ma gauche ici, on avait M. Mohamed Salia Touré, qui est le président du Conseil national des jeunes du Mali. À ma droite, on avait la Centrafrique, représentée par M. Riva Jean-Félix, président du Conseil national des jeunes, également de son pays. De l'autre côté, on était avec la diaspora, M. Chérif Mohamed Aïdara, membre de l'association CAP Africasia. Et pour finir, on avait le Burkina Faso, M. Dakiri Sawadogo, qui est le secrétaire exécutif Afrique des Rojanu. Merci à vous, jeunes d'Afrique et d'ailleurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet africatelevision.com ou tout simplement nous écrire à l'adresse agouraji@africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne pour un autre thème. Mais d'ici là, restez en notre compagnie. Au revoir.